Le commentaire est le travail d'écriture le plus massivement choisi par les candidats au baccalauréat. C'est aussi celui qui entraîne le plus d'écho médiatique. Peut-être vous souvenez-vous des micro-tempêtes sur Twitter, provoquées par le Tigre bleu de l'Euphrate de Laurent Godet en 2015, ou par Crépuscule de Victor Hugo en 2014. En revanche, on ne parle jamais de la dissertation ou de l'invention. Alors, quelle est la meilleure méthode pour réussir le commentaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Petit prologue, ne choisissez pas le commentaire. Ne choisissez pas le commentaire par défaut. Premièrement, je travaille pendant l'année et je fais un exemplier. Deuxièmement, j'examine le sujet de dissertation. Si j'ai travaillé, je choisis la dissertation, qui est le choix le plus sûr et le moins aléatoire. Voir ma vidéo à ce sujet. Troisièmement, j'examine le sujet d'invention. Il s'agit toujours d'une dissertation ou d'un commentaire caché. Dans la mesure où beaucoup d'élèves faibles choisissent l'invention et obtiennent des notes catastrophiques, il peut être judicieux et stratégique de choisir ce sujet si j'arrive à voir les attentes de l'examinateur et si j'ai repéré les mots-clés. Quatrièmement, alors, le commentaire. Quand dois-je choisir le commentaire? Voici mon conseil. Ne choisissez le commentaire que si ces trois critères sont remplis. 1. Je connais l'auteur et si possible l'œuvre. Je l'ai étudié en seconde ou en première. 2. J'ai entièrement compris le texte et il n'y a aucune zone d'ombre. Je n'ai pas besoin de le relire 3 fois pour le comprendre. 3. J'ai exactement en tête les outils d'analyse impliqués par l'objet d'étude. Bon, un exemple. Bac SES 2016. Auteur Anatole France. Texte, un éloge funèbre d'Émile Zola. Alors, si j'ignore qui est Anatole France, si, pire encore, je suis incapable de définir le naturalisme, de nommer les Rougon-Macquart, d'expliquer l'affaire Dreyfus et de résumer le roman expérimental, ou La Bête humaine, ou Au bonheur des dames, ou L'Assommoir, ou toute autre œuvre de cet auteur, si j'ignore ce qu'est un éloge funèbre, une argumentation directe, si je ne connais pas la différence entre convaincre et persuader, je ne choisis pas le commentaire. Le commentaire vous donne une fausse assurance. Vous vous dites, j'ai un texte source, je peux toujours m'y raccrocher, j'aurai toujours quelque chose à dire, au pire, je cite le texte au maximum, ça fera du remplissage. Non, c'est l'assurance d'aller dans le mur et d'obtenir au mieux une note médiocre entre 7 et 11. Maintenant que vous êtes prévenu, vous avez décidé de choisir le commentaire. Quelle méthode suivre? Cette vidéo va y répondre en 4 parties. Le travail au brouillon, l'introduction et la conclusion, le développement et enfin les boîtes à outils. Alors on commence par le travail au brouillon. Sur les 3 heures à consacrer aux commentaires, je vous conseille de passer 1 heure au brouillon pur. Premièrement, commencez par repérer les attentes de l'examinateur. Vous trouverez dans la formulation de la question de corpus et de la dissertation ainsi que de l'invention des indices pour former vos parties et vos sous-parties. Deuxièmement, prenez la boîte à outils dont vous avez besoin pour chaque objet d'étude. Si vous voulez savoir ce qu'est une boîte à outils, attendez la dernière partie de la vidéo. Donc vous prenez votre boîte à outils, éventuellement vous écrivez sur la feuille très rapidement les différents outils dont vous allez avoir besoin de façon à ne rien oublier et ne jamais vous dire « Ah, je ne sais plus quoi dire ». Troisièmement, c'est bon, commencez à lire pour la deuxième fois, puisque vous l'avez déjà lu une première fois pour faire le corpus, commencez à lire le texte à commenter. Attention, alerte enlèvement. Chaque année, dans chaque classe de chaque lycée, un élève se trompe de texte à commenter au baccalauréat. Par pitié, vérifiez toujours 7 fois que vous avez bien compris quel texte il faut commenter. C'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir les yeux. Avouez que c'est embêtant d'avoir passé du CP à la première 11 ans à faire du français pour finir par ne pas voir la différence entre le texte A et le texte B. Tous les ans, j'ai dans chacune de mes classes un élève qui se trompe de texte à commenter. Bref, donc vous lisez le texte à commenter, des stabilos ou des stylos de couleur, je ne fais pas de placement produit, enfin pas encore, à la main. Chaque fois que vous relevez un mot, un signe de ponctuation, une phrase, la moindre référence concernée par votre boîte à outils, vous le soulignez en utilisant le même code de couleur. Par exemple, chaque fois que j'ai de la ponctuation expressive, des points d'exclamation, d'interrogation, des points de suspension, je les souligne en bleu. Chaque fois que j'ai des hyperboles, je les surligne en rose, etc. Vous pouvez également utiliser des codes et des symboles, comme des astérisques, des triangles et des carrés, ce que vous voulez. Bon, ne passez pas non plus 2 heures à dessiner pour symboliser les métaphores, je ne sais pas moi, la forme de Super Saiyan 3 de Goku, même si c'est stylé. Ah non, à la fin de cette lecture, votre texte doit ressembler à ça. Il s'agit d'un sujet de commentaire sur Maupassant que j'avais donné en première S, et voilà ce que m'avait fait un bon élève.
Je vous le dis, vous n'aurez pas le temps de relire le texte une troisième et encore moins une quatrième fois. Soyez économe de votre temps. Chaque minute, chaque seconde compte. Il faut donc être efficace et ne pas passer 1 heure à comprendre le texte. De toute façon, s'il est trop obscur pour vous, il ne faut pas choisir le commentaire. On vous aura prévenu. Quatrièmement, identifiez le thème du texte, de quoi il parle, en un groupe nominal. Si c'est un texte argumentatif, identifiez également la thèse de l'auteur. Qu'est-ce qu'il défend, qu'est-ce qu'il blâme, qu'est-ce qu'il cherche à démontrer en une phrase contenant un verbe. Cinquièmement, toujours au brouillon, identifiez la composition du texte, ses mouvements. Appuyez-vous sur les paragraphes, les strophes si c'est de la poésie, les connecteurs temporels et logiques, les changements de ton. En général, un texte est constitué de 2 à 4 mouvements. Je dis mouvements et non pas parties, évidemment, pour ne pas confondre avec les parties de votre commentaire. Je parle bien ici des mouvements du texte, de sa structure. Sixièmement, construisez la problématique. Pour ce faire, cherchez le paradoxe, la contradiction qu'il peut y avoir entre le début du texte, premier mouvement, et sa fin, dernier mouvement. Posez-vous la question de comment en est-on arrivé là? Par quels moyens? Par exemple, comment une sympathique fable avec une cigale et une fourmi qui se tapent la discute se mue-t-elle en scène terrible de non-assistance à personne en danger? Une fois que vous avez repéré ce paradoxe, la présence d'un thème caché, en l'occurrence dans la cigale et la fourmi, la dénonciation de l'égoïsme, derrière un thème apparent, dans la fable de La Fontaine, l'importance de la prévoyance et du travail. Donc une fois que vous avez repéré ce paradoxe, vous rajoutez des notions littéraires, en l'occurrence apologue, moralité, placere et docere, critique, et cela donne dans quelle mesure la cigale et la fourmi constituent-elles un apologue à la moralité double qui dissimule en réalité, sous un récit plaisant et plein de bon sens, une critique des puissants. Septièmement, de là, construisez le plan, selon toujours la même logique, en utilisant un recto pour chaque partie au brouillon. Combien de parties? Peu importe. Cherchez à faire 6 sous-parties, donc 2 fois 3 sous-parties ou 3 fois 2 sous-parties. Je disais toujours la même logique. Quelle est la logique du plan? C'est grand 1, description. Description, cela veut dire le plus évident, le plus simple. Dans le roman ou au théâtre, c'est le lieu et le temps. En poésie, c'est la structure et le genre du poème. Les champs lexicaux, les thèmes entrent dans cette partie. Par exemple, le grand 1 serait une fable sur des animaux anthropomorphes. Le grand 2, il est consacré à la singularité du texte. C'est quoi la singularité? C'est ce qui fait la saveur particulière de ce texte, ce qui fait qu'il ne ressemble à aucun autre. Par exemple, grand 2, le poème offre une image du travail, de la prévoyance et de l'insouciance. Grand 3, les enjeux. Alors attention, ne faites un grand 3 que si et seulement si vous avez des connaissances sur l'auteur, son mouvement littéraire, son époque. Qu'est-ce que c'est que les enjeux? C'est tout ce qui est impliqué par le texte, en termes esthétiques, politiques, moraux, philosophiques. Par exemple, Grand 3, une illustration du genre de l'apologue, contenant une moralité double et une critique cachée du pouvoir, ou de la bourgeoisie, ou de la monarchie absolue. Essayez de faire en sorte que une ou plusieurs de vos parties ou de vos sous-parties reprennent les idées déjà exprimées dans la question de corpus, ou impliquées par les sujets de dissertation et d'invention. Petit message spécial aux élèves des séries technologiques. Le plan vous est indiqué en 2 parties. Essayez d'en comprendre la logique pour mettre au point votre problématique. Les titres des parties sont des indices pour la problématique. Et le plus important en STMG, en ST2S, etc., c'est de rédiger un développement qui soit conforme au plan que vous avez annoncé dans l'introduction. Veillez donc à la cohérence de votre propos. Donc c'est très bien de recopier le plan proposé dans votre intro, mais il faut évidemment que vous le respectiez dans votre développement, sinon ça ne sert à rien. Mon petit conseil en plus pour les élèves des séries technologiques, essayez d'imaginer et de faire une 3e partie et de la rédiger dans le développement. C'est presque toujours l'assurance d'avoir une très bonne note aux commentaires. 8e et dernièrement pour le brouillon pur, remplissez vos parties avec tout ce que vous avez relevé sur le texte à l'aide de vos stylos de couleur en rédigeant un minimum et en renvoyant au maximum tout simplement vers le texte source grâce à vos symboles et à vos couleurs. Alors je distingue cette première phase de brouillon pur qui dure 1 heure d'une deuxième phase de brouillon qui dure une vingtaine de minutes et où il s'agira de rédiger au brouillon l'introduction et la conclusion. Pourquoi les rédiger au brouillon? Parce qu'elles doivent être particulièrement soignées. L'introduction, elle est formée d'un paragraphe unique avec, dans l'ordre, les points suivants qui doivent découler logiquement l'un de l'autre. 1A, la situation externe. C'est ce que mes collègues appellent souvent la contextualisation ou le contexte historique et littéraire. Ici, vous placez le nom de l'auteur, le titre complet de l'œuvre, la date de parution et un minimum d'informations sur le contexte historique et le mouvement littéraire. 1B,
la situation interne. Ici, vous indiquez la place du passage dans l'œuvre. Évidemment, vous ne donnez ces informations que si vous les avez. N'inventez pas, ne supposez pas. La longueur de la situation externe et interne, 2 à 3 phrases. Vous avez d'ailleurs souvent ces informations dans le paratexte, dit également chapeau. Vous savez, c'est la partie en italique qui précède le texte et qu'il ne faut jamais citer mot à mot, mais reformuler, puisque ce ne sont pas les mots de l'auteur, mais de l'examinateur, et qu'il ne s'agit pas de commenter ce que dit l'examinateur. 2. Le thème. Le thème, c'est la réponse à la question de quoi parle l'extrait, quel est son sujet principal, quel titre lui donnerais-je si je devais en tourner l'adaptation au cinéma. La longueur, c'est une phrase. 2b, si vous êtes sur l'objet d'étude argumentation, indiquez la thèse. 3. La composition. Alors, cette étape, je l'avoue, n'est pas attendue au baccalauréat. Elle l'est en revanche en classe préparatoire, en hypocagne, en cagne. Il ne s'agit pas d'étudier en détail la structure du texte, mais de pouvoir justifier la problématique à laquelle vous aboutirez ensuite. La plupart des professeurs ne la demandent pas. Personnellement, je l'avoue, j'aime les introductions solides. J'aime le bruit blanc de l'eau. Et qui amènent la problématique de façon rigoureuse et logique en ayant fait la composition du texte et non pas des introductions qui me jettent la problématique comme un cheveu dans la soupe. Alors, certains professeurs, pour cette étape, demandent une ligne ou deux ici sur le genre ou la forme de l'extrait. Mais pour moi, je le répète, si l'on veut être vraiment rigoureux intellectuellement et ne pas avoir une problématique artificielle, cette étape de la composition est importante. Un texte a au minimum 2 mouvements et au maximum 4. La longueur de cette étape, une phrase, ponctuée de virgule ou de point-virgule. 4. La problématique. Elle est toujours rédigée sous forme de question en une phrase. Et comme je l'ai dit, la mise au jour des mouvements avait révélé souvent un thème caché sous le thème apparent. Et la problématique est ce moment où vous allez formuler la contradiction qu'il y a entre ces 2 thèmes que vous tenterez de résoudre. La problématique doit contenir au moins 2 ou 3 notions littéraires. 5. L'annonce de plan. L'annonce de plan se fait en une phrase avec 2 virgules et en 3 temps. Elle doit être la moins lourde, la plus claire et la plus élégante possible. Le plan, on l'a déjà dit, doit aller du plus évident au plus secret, du plus simple au plus complexe, du plus matériel au plus spirituel. Alors la structure que je préfère, c'est comme pour la dissertation, c'est la formulation si, blablabla, néanmoins, blablabla, et en profondeur, blablabla. Mais si vous avez du mal à maîtriser ce type d'annonce du plan, eh bien optez pour le tout d'abord, ensuite, enfin, ou premièrement, deuxièmement, troisièmement, qui sont certes lourds, mais qui ont le mérite d'être clairs. La conclusion, tous les professeurs vous le rabâchent, mieux vaut la rédiger au brouillon en avance, de façon à ne pas avoir à l'improviser et à la bâcler 5 minutes avant la fin. Alors quelles sont les étapes de la conclusion? D'abord, il faut savoir qu'elle est 2 fois plus courte que l'introduction. Elle est également, comme l'introduction, formée d'un paragraphe unique. Un bilan des idées essentielles, reprenant les titres de chacune de vos parties, mais avec une reformulation en utilisant des synonymes afin de ne pas vous répéter. Petit conseil, ne commencez pas votre conclusion de façon lourde par les mots en conclusion ou pour finir ou finalement. Utilisez plutôt un connecteur logique comme ainsi, qui donne à votre devoir l'apparence rigoureuse d'un raisonnement. 2. La réponse définitive à la problématique. C'est logique, puisque s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas eu de démonstration et que vous pouvez considérer que votre devoir est raté. 3. L'ouverture. Alors l'ouverture, on vous dit toujours, elle est facultative, c'est vrai, mais une belle ouverture, c'est quand même très bien. C'est comme dans la vie, le plus important quand on rencontre quelqu'un, c'est la première impression et la dernière impression. Alors l'ouverture, vous la faites soit sur un autre texte du corpus, soit sur une autre œuvre de l'auteur que vous venez de commenter. Une autre œuvre que vous connaissez évidemment et que vous avez étudiée suffisamment pour pouvoir la maîtriser. Attention, l'ouverture n'est jamais une question et ce n'est jamais une pauvre ligne, mais un vrai propos développé au moins sur quelques phrases. Je dirais au moins 5 lignes. Troisième partie de cette vidéo, le développement. Alors vous avez passé 1h20 au brouillon, 1 heure sur le brouillon pur, le brouillon proprement dit, la lecture stylo à la main et la construction de la problématique et du plan, et 20 minutes de rédaction au brouillon de l'introduction et de la conclusion. Il vous reste donc 1h40, soit environ 33 minutes par partie, relecture comprise. Petite parenthèse, je parle des micro-relectures dans mes vidéos sur la question de corpus et sur la dissertation, et donc je vous invite à aller les voir. En résumé, je vous conseille de ne pas relire tout votre devoir au bout de 3h50,
Vous serez fatigué, vous n'aurez pas le temps et vous n'aurez pas les idées claires. Relisez-vous donc pendant que vous rédigez. C'est ce que j'appelle les micro-relectures. Donc vous écrivez un paragraphe, vous le relisez immédiatement, ainsi de suite. Alors votre développement, il est idéalement constitué de 3 parties subdivisées en 2 sous-parties. Mais si vous n'y parvenez pas, n'en faites pas une maladie et ne perdez pas de temps à construire un plan artificiel ou déséquilibré. Le plus important, que chaque partie, et de même que chaque sous-partie, fasse la même longueur, que cela soit équilibré. Et surtout que le tout soit visible en ouvrant la copie. Donc vous sautez 3 lignes entre chaque partie et une ligne entre chaque sous-partie ou une ligne entre chaque partie et des simples alinéas entre chaque sous-partie. Le tout est que votre correcteur repère facilement vos grandes parties et vos sous-parties juste en jetant un rapide coup d'œil à vos copies doubles. Alors le plan est une démonstration et il doit permettre de répondre dans la conclusion à votre problématique. Il n'est pas linéaire, mais en cas de grosse panne intellectuelle, vous pouvez toujours vous raccrocher au mouvement du texte. Mais j'avoue qu'un plan du type grand 1, le début du texte, et grand 2, la fin du texte, c'est, pas très fin. Au brouillon, chacune de vos parties et sous-parties doivent porter un titre, sous la forme de groupes nominaux. Un titre qui est clair, ce qui vous aidera énormément à maîtriser votre propos. Chaque grande partie, le grand 1, le grand 2, le grand 3, débute par une introduction partielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est une phrase qui reprend le titre qu'a votre partie au brouillon et reprend à chaque fois les sous-titres qu'avaient vos sous-parties au brouillon. De cette façon, vous indiquez clairement au correcteur, qui est par définition fatigué, que vous savez où vous allez. Chaque partie se termine par une transition vers la partie suivante. Ensuite, les sous-parties. Alors chaque sous-partie, A, B, C, suit le plan suivant. AEB. AEB avec A comme argumentation, E comme exemple analysé et B comme bilan. Donc A, c'est l'argument, c'est l'annonce du sous-titre de la sous-partie que vous aviez au brouillon, c'est-à-dire de l'une des interprétations que vous avez de l'extrait. E, comme exemple analysé, c'est la démonstration de cette idée, de cet argument, grâce à un exemple principal qui doit être suivi d'un relevé de procédé et éventuellement de quelques autres brefs relevés secondaires. Donc à chaque fois, vous devez avoir un exemple principal suivi éventuellement, ce n'est pas obligatoire, de quelques allusions, de quelques sous-exemples. Attention, si vous vous contentez de redire ce que le texte dit déjà, vous pratiquez l'art sinistre de la paraphrase. C'est l'assurance d'avoir une mauvaise note. Il faut que votre analyse apporte une valeur ajoutée au texte, l'éclaire, l'explique, l'enrichisse. Autrement dit, vous ne devez pas juste le raconter. Moi, correcteur, j'ai déjà lu le texte. Je n'ai pas besoin que vous me redisiez de quoi il parle. Ce que je veux, c'est que vous m'apportiez une interprétation, un éclairage, quelque chose de plus. C'est ça la plus-value. Et enfin, B comme bilan. Le bilan, c'est grosso modo la conclusion de la sous-partie. Vous y montrez ce que votre exemple a fait à votre argument initial, en quoi il a précisé, transformé, en quoi il a donné chair à cette idée. Bon, je passe très vite sur la question que les élèves posent toujours. Combien faut-il faire de pages ? Et en général, les professeurs vous disent on ne peut pas répondre à cette question. Bon, moi j'y réponds, c'est 6. Vous faites au moins 6 pages, moins d'une copie double et demie, c'est pas sérieux. Vous avez 4 heures, vous êtes capable en 4 heures de fournir 8 pages, c'est-à-dire environ 2 pages de corpus et 6 pages de composition. 2 plus 6 égale 8, ça vous fait vos 2 copies doubles. Quatrième et dernière partie de cette vidéo. Oui, désolé, mes vidéos sont un peu longues, mais au moins j'essaie d'être complet parce que je ne pense pas qu'en 3 minutes, on puisse sérieusement vous fournir une méthode. Alors, mon dernier point, ce sont les boîtes à outils. C'est quoi une boîte à outils ? Ce sont tous les procédés auxquels vous devez penser avant d'aborder un texte. C'est ce qu'il y a de plus important. Ces boîtes à outils diffèrent pour chaque objet d'étude, même s'il y a des constantes. Je dirais qu'il y a 4 constantes pour tous les objets d'étude. La première, ce sont les figures de style. Quel que soit l'objet d'étude, il faut relever des figures de style. La deuxième, ce sont les tonalités. La troisième, ce sont les niveaux de langue. Et la quatrième, ce sont les champs lexicaux. Pour le roman, 1. Lieu et temps, le contexte. 2. Les points de vue ou focalisation, interne, externe, omniscient. 3. Les discours rapportés, direct, indirect libre, narrativisé. 4. Le type de portrait du personnage. Est-il direct, c'est-à-dire explicite, ou indirect, c'est-à-dire par son action. 5. Le degré de réalisme. S'agit-il d'un texte réaliste ou au contraire fantastique. 6. Le personnage, héros ou anti-héros. 7. Les enjeux littéraires et historiques, romantisme, réalisme, naturalisme, nouveau roman, etc. L'argumentation. 1. Argumentation directe, non-fiction, ou indirecte, fiction. 2. Le texte vise-t-il à convaincre par la raison, ou à persuader par les émotions, ou encore à délibérer
choix entre deux possibilités, ou encore à démontrer dans le cadre d'un texte plutôt scientifique ou encyclopédique. 3. Quels sont les types d'arguments utilisés? Induction, déduction, ad hominem, ad personam, par l'absurde, d'autorité, a fortiori, etc. 4. Il faudra évaluer la présence de modélisateurs et le degré de subjectivité ou d'objectivité du texte. 5. Quelles sont les grandes questions de l'homme qui sont impliquées par le texte? S'agit-il du domaine moral ou politique ou esthétique? La poésie. 1. Évidemment, sonorité, phonétique, allitération, assonance, paronomase, rimes internes. 2. Les rythmes, ascendant, descendant, rejet, contre-rejet, enjambement, dynamique, monotone. Il est impératif de savoir scander les vers et sur ce sujet épineux, je vous promets une vidéo cet été. 3. Quel type de vers? Quel type de poème? Est-ce un sonnet? 4. Les grandes formes. Sont-ce des vers réguliers, des vers variés? On trouve par exemple dans les fables de La Fontaine, des vers libres, un poème en prose, de la prose poétique. 5. Par rapport à la quête du sens, est-ce un poème didactique, lyrique, d'un lyrisme impersonnel comme chez Baudelaire, élégiaque, épique, polémique, satirique, engagé? 6. De quel mouvement relève le texte? La Pléiade, le baroque, le classicisme, le romantisme, l'art pour l'art ou Parnasse, le symbolisme, la modernité de Baudelaire ou la modernité d'Apollinaire, le surréalisme, le dadaïsme, l'oulipo, le théâtre. 1. Se rappeler que l'objet d'étude est le texte théâtral et sa représentation. Il faut donc parler de mise en scène dans chaque partie, décors, accessoires, costumes, lumière, son, machines, effets spéciaux, didascalie, scénographie, etc. 2. Réfléchir aux fonctions de la scénographie. Est-ce qu'elle est illustrative, moteur de l'intrigue, symbolique? 3. Réfléchir à la dramaturgie, aux étapes de l'action. Scène d'exposition, nœud, péripéties, coup de théâtre, rebondissement, dénouement. 4. Réfléchir au genre. Comédie, tragédie, drame romantique, drame bourgeois, farce, comédie dell'arte, tragicomédie, etc. 5. Si la pièce est écrite en vers, ne pas oublier les analyses de prosodie, de sonorité, comme en poésie. Je vous rappelle une évidence, mais le plus grand poète du XVIIe siècle n'est pas un poète, c'est un tragique, Jean Racine. 6. Réfléchir à l'effet recherché sur le public, puisque la parole théâtrale vise toujours un effet. 7. Pensez aussi à tout ce qui relève de la mise en abîme, le théâtre dans le théâtre, les apartés, le jeu sur le quatrième mur, la double énonciation. Alors mon ultime conseil, un petit secret, les mêmes idées reviennent chez les mêmes auteurs. L'antithèse chez Hugo, l'ironie chez Flaubert, l'oralité et le pessimisme chez Céline, l'ironie et les caractéristiques du conte philosophique chez Voltaire, le spleen, la modernité et le lyrisme impersonnel chez Baudelaire, l'alliance du naturalisme et du scientisme d'une part, et de l'épopée et du lyrisme d'autre part chez Zola, l'absurde et l'incommunicabilité chez Ionesco, le plaquéré et doquéré chez La Fontaine, etc., etc. Pour vous donner des idées de ces types de parties récurrentes, je vous conseille de lire un maximum de corrigés, ceux de vos professeurs, ceux que l'on trouve également sur internet. Par exemple, passez 1 heure sur le site commentairescomposés.fr d'Amélie View ou sur n'importe quel autre site du même genre. Je vous conseille celui d'Amélie View parce qu'elle propose des plans simples et clairs et vous vous rendrez compte ainsi des grandes idées qui reviennent toujours chez un auteur. Bref, si tel Néo, vous êtes l'élu, que vous avez une parfaite maîtrise de la matrice, que vous voyez et comprenez tout le texte, le commentaire est fait pour vous. He is the one. Grâce à vos connaissances, grâce à votre capacité à mobiliser chaque fois la boîte à outils spécifique à l'objet d'étude, vous ne ferez qu'une bouchée des difficultés, tel Néo de l'agent Smith. Mais si vous êtes perdu dans la matrice, n'oubliez pas que la dissertation et éventuellement l'écriture d'invention vous tendent aussi les bras. Réfléchissez donc bien avant de choisir et n'oubliez pas qu'il y a toujours une pilule bleue et une pilule rouge.